Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rare Histoire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'interviewer Monsieur le professeur Jean-Louis Alperin, qui est professeur à l'École normale supérieure et ancien directeur du Centre de théorie et analyse du droit. Je n'hésite pas à dire qu'il est l'un des historiens du droit les plus distingués en activité aujourd'hui, avec des contributions notables à l'étude des ordres juridiques qui se sont développés depuis le XVIIIe siècle, souvent avec un regard comparatiste, à l'analyse historique des professions juridiques et aux théorisations à propos des rapports entre les droits et d'autres sciences sociales. Monsieur le professeur Alperin est à Belo Horizonte en tant qu'invité des 20e rencontres d'histoire du droit, histoire de la question pénitentiaire, qui sont organisées par Studium Iuris, groupe de recherche en histoire de la culture juridique, et soutenues par le programme de master et doctorat en droit et en histoire de l'Université fédérale de Minas Gerais. Parmi ces très nombreuses publications, nous pouvons citer, à côté du déjà classique L'impossible Code civil, paru aux presses universitaires de France en 1992, son Histoire des droits en Europe de 1750 à nos jours, publié chez Flammarion en 2004 et réédité par Champ en 2020, Five Legal Revolutions since the 17th Century, an Analysis of a Global Legal History, édité par Springer en 2014, et la culture juridique française, 19e ou 20e siècle, rédigée en collaboration avec Frédéric Audrin et qui a connu deux éditions, la première en 2013, la deuxième en 2022, toutes les deux chez CNRS Éditions. Notre conversation d'aujourd'hui portera sur l'article « Les droits et ses histoires », paru dans la revue Droit et Société en 2010, et le tout récent ouvrage « Une histoire des droits dans le monde », publié par CNRS Éditions en 2023. Monsieur le professeur Alperin, merci d'avoir si gentiment accepté notre invitation. Bon, alors pour commencer, j'ai une question sur l'article publié dans Droit et Société, où vous soutenez que les lieux communs affirmant que le droit est histoire devraient céder la place à l'idée que le droit a des histoires. Pourriez-vous nous expliquer ces changements de perspective et les conséquences à la fois théoriques et historiographiques que vous en tirez? Bonjour, merci de votre invitation. Je suis très heureux de parler de cet article qui, je l'espère, reflète non seulement ma pensée personnelle, mais des évolutions qui ont lieu partout dans le monde sur les conceptions de l'histoire du droit. L'idée que le droit est histoire, c'est celle de l'école historique du droit qu'on trouve chez Savigny dès les premières pages du Von Beruf. Le droit naîtrait de la conscience des peuples, ça serait sa jeunesse, son enfance. Il se développerait par les juristes, c'est son adolescence, son âge mûr. Et pour Savigny, la codification, ça serait seulement la vieillesse du droit. C'est une image naturaliste qui emprunte au modèle anthropocentrique et qui est fondée finalement sur des conceptions évolutionnistes et juste naturalistes du droit. Toute société aurait un droit qui serait l'expression justement du peuple et qui évoluerait à travers le temps. Et l'étude du droit, bien évidemment pour défendre la discipline histoire du droit, serait nécessairement une étude historique de ce développement, de cette évolution. Et dans les écoles historiques du droit qui se sont fondées en Europe et partout dans le monde à partir du XIXe siècle, cette conception du droit comme étant histoire, c'est lié à ce qu'on appelle communément l'histoire des institutions, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait des idées ou des règles élémentaires concernant le mariage, la famille, la propriété, les contrats, et que tout cela se développait, se complexifiait au fur et à mesure des temps. Comme tous les positivistes, je ne peux pas admettre ce type de schéma juste naturaliste et évolutionniste, et je pense qu'il faut être beaucoup plus attentif aussi aux ruptures, aux phénomènes de discontinuité, et donc plutôt que de penser que nous avons à découvrir une vie de l'histoire qui serait déjà présente avant qu'on l'écrive
dans le temps que c'est nous qui construisons, bien évidemment à partir des documents et avec des preuves, différentes perspectives dans le choix déjà de nos terrains, dans le temps, dans l'espace, dans le choix de reprendre des sujets anciens ou d'innover sur des sujets nouveaux. Et donc il n'y a pas une histoire du droit en quelque sorte canonique, mais plusieurs histoires du droit. Donc les conséquences, c'est d'admettre cette pluralité de points de vue. Histoire des normes, histoire des doctrines, histoire des juristes, histoire des images et des représentations du droit. Dans les récentes décennies, les nouveaux sujets sur l'histoire des femmes dans le droit, l'histoire raciale du droit, l'histoire coloniale, bien évidemment, l'histoire des représentations. Et il se trouve, ce qui peut paraître paradoxal, mais qui pour moi ne me gêne pas du tout, que je suis positiviste et beaucoup plus proche, je l'avoue, de conception moniste et étatique. Peut-être aussi il y a un déterminisme français de ce point de vue, que de conception pluraliste, et je ne partage pas les formes les plus exacerbées de pluralisme dans la conception du droit, mais en revanche, je suis très ouvert et très partisan et très intéressé par des conceptions plurielles de l'histoire du droit, et de dire que c'est du débat justement entre nous, de différentes perspectives que nous choisissons, parfois même dans nos travaux, de différentes perspectives que nous choisissons à travers le temps ou pour des sujets différents, que peut progresser notre connaissance et notre réflexion. À mon avis, l'un des arguments les plus remarquables de le droit et ses histoires est celui selon lequel, et je paraphrase l'article ici, le fait que le changement soit prévu et organisé par des règles procédurales serait l'un des critères cruciaux, peut-être le critère crucial, pour qu'on puisse parler d'un ordre juridique distinct d'autres ordres de contraintes. Pourquoi l'organisation du changement a-t-elle une place si centrale dans votre conception du droit? Et comment peut-on réconcilier cette idée avec les rapports du droit à des temporalités longues ou avec sa tendance à la répétition, des traits qui ont été soulignés par des auteurs tels que Reinhard Posele, Client Thomas ou François Harton? J'ai emprunté ce critère du changement, bien sûr, au schéma de Herbert Hart sur les règles secondaires de reconnaissance, de changement et de décision qui, d'après Hart, permettent de distinguer les systèmes, les ordres juridiques d'autres systèmes normatifs de caractère religieux, coutumier ou social. Et comme historien, le changement, bien évidemment, c'est l'objet principal de l'histoire, faire des connexions, mais aussi apercevoir comment des phénomènes se transforment. Et j'ai été frappé à partir du moment où je me suis intéressé à d'autres droits que les droits européens ou à des droits de périodes plus anciennes que mes recherches sur l'époque contemporaine, que ce critère de changement était un moyen effectivement d'identifier l'invention du droit et son développement. Par exemple, une des premières choses que j'ai lues sur l'histoire du droit chinois et sur les découvertes archéologiques à Shimiudi de cette tombe où il y a des milliers de documents d'un fonctionnaire, d'un juge du premier empereur, c'est que dans sa correspondance, il demande aux autorités centrales qu'est-ce qu'il doit faire pour juger des cas qui tombent sous l'empire d'une nouvelle loi qui a modifié une loi précédente. La question aujourd'hui classique de la rétroactivité, j'ai trouvé extraordinaire que cette question se soit posée au IIIe siècle avant notre ère, et je me suis dit, là, c'est quelque chose qui identifie la technique juridique. Il y a le pouvoir qui a décidé quelque chose, ça existe bien évidemment dans toutes les sociétés, mais qui change les règles, et il y a des juges et des personnes qui se demandent qu'est-ce qu'il faut appliquer et à partir de quand il faut appliquer cela.
Et donc c'est pour ça que ce critère du changement qui permet aussi d'insister davantage sur les discontinuités, sur les ruptures, voire sur les révolutions, y compris dans la configuration générale de l'ordre juridique, me paraît important. Alors ça ne signifie pas, bien évidemment, qu'il n'y a pas de continuité dans le droit et dans la science du droit. Dans le droit, il y a des règles, sans parler même de code, de constitution, qui s'appliquent pendant des dizaines, voire des centaines d'années, mais on le sait bien aussi avec des interprétations qui évoluent à travers le temps, qu'il s'agisse de la Constitution des États-Unis de 1787, du Code Napoléon ou d'autres textes plus anciens. Il y a tout un éventail d'interprétations, et ça existe également dans la science du droit. La science du droit a été productive de ces interprétations, et je pense que ça n'est pas du tout en opposition avec l'histoire des concepts dont vous avez parlé, qui justement essaye de voir comment les concepts se transforment, comment de nouveaux concepts se substituent aux anciens. Mais c'est vrai que pour moi aussi, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les différentes perspectives, il y a bien évidemment des contacts très étroits entre l'histoire des normes, des règles de droit positif, et l'histoire des doctrines ou des idées juridiques, mais pour moi ce sont quand même deux domaines qu'il faut toujours bien identifier, justement pour voir les contacts ou les absences de contacts, mais qu'il ne faut pas mélanger. Je pense que un des défauts peut-être de l'histoire classique du droit et des institutions a été, dans les institutions, justement, de mêler les idées et les règles, comme si tout cela était sur le même niveau, et donc donner l'impression, effectivement, peut-être de fausse continuité, alors qu'il y a plus de discontinuité politique dans les règles, plus de continuité, bien évidemment, liée à la tradition, à la formation juridique, aux phénomènes de répétition qui sont très importants dans les doctrines, mais il y a bien évidemment aussi des changements de paradigme dans les doctrines. Pour conclure, je voudrais que nous parlions de votre histoire des droits dans le monde. Deux des enjeux centraux de ce livre ont été l'effort de surpasser l'eurocentrisme, qui a marqué tant l'histoire aux prétentions universelles, et une critique serrée à des visions progressistes et téléologiques du droit, ce dont vous avez déjà touché dans notre conversation ici, non? Et bon, comment les diverses inventions du droit, c'est une expression que vous employez, ces inventions du droit que vous retracez dans l'ouvrage, comment vous permettent-elles de développer ces deux points de vue? Et quels furent les principaux défis méthodologiques auxquels vous aurez dû faire face pour représenter des systèmes juridiques du monde entier dans quelques centaines de pages? Après avoir participé au mouvement qui a affecté beaucoup de collègues pour aller vers une histoire européenne des droits, en liaison souvent quand même avec les progrès de la construction politique en Europe au cours de ces dernières décennies, et en lisant tout ce qui se produisait, je pouvais dire, dans le monde, et en voyant la vigueur aussi des histoires du droit en Amérique latine, en Asie, plus difficilement en Afrique, j'ai eu envie effectivement d'élargir la perspective en ayant bien conscience que jusque-là, y compris hors d'Europe, l'histoire du droit restait très européocentrée et très ethnocentrée. Alors bien évidemment, ça reste une très grande difficulté. Je ne prétends pas, en tant qu'Européen, avoir réussi ce défi. On ne peut pas se déprendre de sa tradition, de ce qu'on connaît le mieux, et accéder aussi facilement à d'autres civilisations, à d'autres manières de penser. C'est un peu une lutte continuelle pour ne pas surestimer son point de vue national ou eurocentré et voir vers le reste, mais justement avec le schéma positiviste que j'utilise et avec le critère du changement, et comme je le disais, avec les lectures que j'ai pu avoir sur le droit chinois,
le droit hébraïque, le droit islamique, il m'a semblé que dans une vision formaliste du droit, qui n'est pas centrée sur le contenu, qui peuvent varier, tout à fait contraire, mais sur la technique comme une invention. Je fais plusieurs fois la comparaison avec l'invention des pièces de monnaie, qui me paraît aussi comme un standard, comme une technique qui permet des échanges différents, de voir que l'invention du droit, c'était pas uniquement le droit romain ou les droits d'origine européenne, que c'était des phénomènes qui s'étaient déroulés de manière tout à fait séparée et dans des contextes politiques et sociaux extrêmement différents, en Chine, dans le monde hébraïque, plus tard dans le monde islamique. Et pour moi, je trouve que ça reste aussi un mystère pourquoi dans ces sociétés le droit a été inventé, a servi de technologie dans le pouvoir, alors que dans d'autres sociétés très avancées pour d'autres techniques et avec des civilisations tout à fait remarquables, il n'y a pas cet outil juridique. Peut-être c'est bien que ça reste mystérieux. Donc le défi, c'est bien évidemment la sélection, l'accès aux sources. Pour l'instant, nous avons encore peu d'histoire sur les droits en Afrique, que ce soit pendant les périodes précoloniales, dans les structures politiques, moins nombreuses que dans d'autres parties du monde, mais qui existaient quand même avant l'époque coloniale, et puis ensuite les effets du colonialisme et du post-colonialisme, de retracer tout cela et de donner un développement qui est chronologique, qui établit des connexions, donc nécessairement certaines lignes, mais qui ne soit pas continuiste et qui ne soit pas évolutionniste, pour le bien comme pour le mal. Considérer le droit comme une technologie, c'est aussi une manière de ne pas faire de jugement de valeur, à ne pas dire que les sociétés sans droit ont été ou sont des sociétés arriérées, ou que le droit serait un progrès nécessaire, voir que le droit, comme instrument du pouvoir, a pu servir à la domination coloniale, aux dictatures, aux régimes les plus odieux dans le passé ou dans le présent, mais aussi a pu servir d'arme pour des revendications, pour les populations, pour des minorités à l'intérieur des populations. C'est avoir toujours conscience qu'il faut éviter soit l'histoire d'un progrès continuel vers un meilleur droit, soit l'histoire qu'on pourrait faire aussi, et qu'on serait tenté de faire en voyant toute l'histoire des guerres, des génocides, des monstruosités jusqu'à aujourd'hui, d'une sorte de martyrologue finalement du droit qui tomberait dans l'autre excès. Et j'espère aussi, je crois que ce livre, et c'est pour ça que je l'ai appelé Une histoire des droits dans le monde, c'est une tentative parmi d'autres. Notre collègue britannique Fernanda Piri a proposé elle aussi pour la première fois une sorte d'histoire mondiale du droit, et je serais très heureux que partout dans le monde, et spécialement au Brésil, il y ait des débats et qu'il y ait des propositions diverses, non pas pour arriver à une histoire universelle que nous partageons tous, mais justement pour multiplier ces communautés. Parfait. Monsieur le professeur Alperin, encore une fois, et au nom de toute l'équipe de Varestória, nous vous remercions de la gentillesse, de la disponibilité de nous donner cette interview, et nous vous invitons à explorer notre chaîne et à découvrir d'autres interviews réalisées par Varestória.